dans notre webinaire Sell & Sign du 20 mars 2018 intitulé RGPD, par où commencer? La RGPD, c'est la réglementation générale sur la protection des données qui entrera en vigueur dans toute l'Europe le 25 mai prochain et nous sommes tous tenus de la respecter. Nous sommes tous concernés, soit en tant que particulier, personne physique, donc titulaire des données personnelles, soit en tant que fournisseur ou qu'entreprise qui sommes amenés à traiter des données personnelles. Ici Alexandre Mermot, je suis ravi de vous accueillir dans ce webinaire et j'espère que je pourrai vous apporter les clés pour mieux comprendre ce règlement GDPR, en anglais ou RGPD, et son impact sur votre activité. Pour le moment, je suis le seul à avoir la parole car nous sommes très nombreux aujourd'hui sur la conférence et je vous en remercie. Nous avons prévu de traiter ce sujet complexe en 45 minutes, c'est vraiment ambitieux, mais on va essayer, alors on commence immédiatement. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, je représente la société Calinda Software, fondée en 2007, et nous avons créé Sell & Sign. Sell & Sign, c'est une application business avec signature électronique. Elle offre la meilleure expérience de contractualisation digitale à valeur juridique garantie sur le marché. C'est votre voie vers le zéro papier, quelle que soit la situation de vos signatures de contrat sur le terrain, par mail, en ligne, et avec une application métier orientée data, la donnée, le sujet d'aujourd'hui. Nous avons des clients dans tous les secteurs avec une concentration particulière sur le laboratoire pharmaceutique et cosmétique pour des contrats de marché, l'immobilier, de la construction à la transaction et à la gestion, en passant même par le logement social, les distributions et les services, que ce soit distribution de produits ou de prestations en point de vente sur le terrain, des services en intérim, pas de limite sur les contrats de souscription de services qu'on peut faire signer, et la banque et l'assurance, surtout pour des contrats d'assurance. Mais je passe sur le sujet pour aller directement dans la RGPD. Alors, premier point, premier chapitre de ce petit webinaire aujourd'hui, qu'est-ce que la RGPD? Ce que je vous propose, c'est d'attaquer ce sujet par l'angle du citoyen, parce que finalement, c'est l'angle positif de la RGPD. C'est certes une contrainte pour nous, professionnels, mais c'est une nouveauté utile et bénéfique pour nous, citoyens. Donc, essayons de voir les choses positivement. La RGPD en tant que citoyen européen. Donc voilà un citoyen, enfin une citoyenne, et la RGPD veut protéger toutes ces données personnelles. Alors qu'est-ce qu'une donnée personnelle? C'est toute information relative à cette citoyenne ou une autre, à une personne physique, susceptible d'être identifiée directement ou indirectement grâce à ces informations. Donc là, vous avez plein d'exemples ici sur le slide, un nom, une photo, une empreinte, une adresse postale, une adresse mail, un numéro de téléphone, un numéro de sécu, un matricule, une adresse IP, un identifiant de connexion informatique, un enregistrement de la voix. Même l'adresse IP de quelqu'un qui visite votre site web est une donnée personnelle au sens de la RGPD. Donc, peu importe d'ailleurs que ces données soient confidentielles ou publiques, à partir du moment où elles permettent d'identifier une personne physique résidant sur le territoire européen, elles sont concernées par la RGPD. Donc toute entreprise qui traite ces données doit donc respecter la RGPD et la RGPD est bâtie autour de trois grands principes au bénéfice de tous les résidents européens. Premier principe, alors j'ai essayé de les synthétiser, comme le but c'est vraiment de vous faire une introduction sans aller dans l'expertise pointue. D'ailleurs je ne suis pas un expert pointu, il y a des spécialistes que vous pouvez consulter pour vous aider dans la RGPD, moi je suis juste un vulgarisateur. Premier principe, le consentement. Désormais, en tant que personne physique, vous serez assuré que personne ne puisse collecter et utiliser vos données personnelles sans que vous ayez donné votre consentement, et en plus, un consentement qui est donné dans des conditions très précises. Ils sont notés ici, le consentement doit être express, c'est-à-dire qu'il doit être explicite. Ça ne peut pas être, par exemple, une case à cocher qui est déjà pré-cochée et qu'il faut décocher, ou alors une case qu'il faut cocher pour ne pas donner son consentement, c'est pas valable. C'est vraiment une démarche active de votre part qui va pouvoir autoriser à utiliser vos données personnelles. De préférence, il faut que ce soit écrit parce que ça doit être prouvable. Deuxième condition, il faut que ce soit libre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on puisse vous forcer à donner votre consentement. Forcer, ça veut dire vous obliger à donner votre consentement, sinon vous n'avez pas accès à un service auquel d'autres pourraient avoir accès sans donner leur consentement, par exemple. Il faut aussi qu'on puisse retirer son consentement. La liberté va dans ce sens-là, alors je peux le donner, puis après je peux changer d'avis, le retirer. Il faut qu'il soit aussi informé, c'est-à-dire qu'il faut que vous soyez conscient des conséquences
de ce consentement, donc de quelles données le partenaire va disposer, et qu'est-ce qu'il va en faire, pourquoi faire, pour quelle finalité. Il doit être spécifique, ça veut dire qu'il ne peut pas être mélangé avec un autre consentement. Vous ne pouvez pas en même temps mettre une case accepter les CGV et dans les CGV mettre le consentement sur les données personnelles. Il faut qu'il y ait vraiment une case ou une mention, une clause ou un acte même explicitement pour le consentement d'utilisation des données personnelles. Et enfin, il doit être indubitable, c'est-à-dire que vous puissiez le prouver, enfin que le partenaire puisse le prouver. Donc, vous voyez que c'est quand même très fort comme consentement, c'est un consentement volontaire, on dirait, entre guillemets. Voilà. Deuxième principe, très important, je vais y arriver, c'est le contrôle. C'est-à-dire qu'en tant que citoyen européen, en tant que résident même européen, vous aurez la garantie de garder le contrôle sur la détention et l'utilisation de vos données personnelles par les organismes auxquels vous les confierez. Ça veut dire, donc on l'a vu, vous pourrez retirer ce consentement sur simple demande. Vous pourrez aussi demander la suppression pure et simple ou la modification des informations qui vous concernent, où que soit établie l'organisation qui les détient. Parce que ça existe déjà en France, mais là, ce sera à partir du moment où vous êtes résident européen, vous aurez ce droit. Vous aurez aussi le droit de connaître l'utilisation qui est faite de vos données, et même d'avoir normalement la trace des transferts de ces données à des tiers ou en des lieux géographiques différents. Vous pourrez aussi interdire d'ailleurs le transfert de ces données hors de l'Union européenne, puisque à partir du moment où la GDPR s'applique pour tous les citoyens européens, à partir du moment où des pays seraient tels qu'on ne pourrait pas imposer ces conditions, eh bien, il faut que vous soyez d'accord pour qu'on transfère vos données dans ces pays-là. Vous bénéficierez aussi d'un droit de restitution de vos données. C'est une manière de pouvoir récupérer toutes les données qu'une organisation possède sur vous dans un format qui soit portable, c'est-à-dire qui vous permette de les donner à un autre fournisseur pour vous fournir le même service. Là, on peut noter que cette portabilité, je pense, vise également à donner aux entreprises européennes un avantage compétitif pour rattraper un peu leurs concurrentes américaines sur ce terrain critique des données. Ça sera suffisant. Et le troisième principe, je l'ai résumé par le mot respect, c'est-à-dire que le citoyen, vous, moi, nous sommes assurés que nos données seront bien gérées. Elles sont précieuses, elles méritent d'être traitées avec soin et respect à ceux à qui vous les confiez. Donc on est loin de ce qui se passe aujourd'hui, puisque un principe de base pour ce respect, sur lequel on reviendra, c'est que vous aurez l'assurance que les organisations qui traitent vos données ont mis le respect de votre vie privée comme priorité au cœur, à la base de la conception de leur processus. C'est ce qu'on appelle le privacy by design. On y reviendra. Et puis, vous aurez droit aussi à la sécurité, une garantie sur la sécurité et la protection de vos données. Vous aurez l'assurance que vos données seront conservées précieusement, qu'elles ne pourront pas tomber sans votre accord entre de mauvaises mains. Vous pouvez être d'accord pour qu'elles tombent en de mauvaises mains. Et que même s'il y a des sous-traitants dans la chaîne, et même si ceux-ci sont situés à l'étranger, vous aurez cette garantie. Voilà, c'est un petit peu qu'est-ce que la RGPD vu du citoyen, vu de la personne physique, c'est ça. Donc ça a l'air plutôt positif. Maintenant, quelles conséquences pour vous, responsables de traitement de données personnelles? J'imagine que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes sûrement concerné de ce côté-là. On a compris que pour le résident européen, c'est positif. Maintenant, voyons l'envers de la médaille, vos obligations en tant que professionnel. Voici donc les responsabilités des responsables de traitement de données personnelles, vous. D'abord, qui est concerné? Alors là, c'est large. Toutes les entreprises qui traitent des données personnelles de résidents européens, grosso modo. Je simplifie un petit peu, mais pas beaucoup. Donc ça veut dire n'importe qui. Donc même si vous avez établi votre entreprise à l'île Maurice, eh bien à partir du moment où vous prospectez des clients français, vous devez respecter la GDPR. N'importe qui, en fait, est soumis à la GDPR, n'importe quelle entreprise, parce que tout le monde a au minimum des données personnelles de clients, de salariés, de partenaires, au minimum. Donc, vous. Et oui, désolé. Est-ce que c'est grave? Eh bien, ça peut, puisque si vous ne respectez pas les dispositions et votre responsabilité dans le cadre de la GDPR, l'Union européenne a décidé de frapper assez fort, puisque les sanctions peuvent aller de 20 millions d'euros pour les petites entreprises à 4% du chiffre d'affaires global pour les grands groupes.
Donc en gros, si vous êtes gros, ça peut être 4% du chiffre d'affaires, ce qui est beaucoup plus que 20 millions. Et si vous êtes petit, bah, ça va quand même être jusqu'à 20 millions. Donc à éviter, quoi. On va essayer au moins de faire bonne figure. Alors allons-y, penchons-nous donc sur les obligations qui nous incomberont désormais, à nous responsables de traitement, pour prendre soin des données personnelles de nos concitoyens. Sans surprise, elles forment un miroir avec les nouvelles prérogatives des citoyens susmentionnés. D'abord, recueillir le consentement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous n'êtes pas en contrat avec quelqu'un, on y reviendra, il faut que vous ayez le consentement à chaque fois que vous collectez des données pour les utiliser. Donc en résumé, dès que vous avez un dispositif de prospection, par exemple, vous êtes inscrit à notre webinar aujourd'hui, ça c'est pour nous un moyen de collecter des contacts pour créer un lien, une relation avec eux, dans le respect, en essayant toujours d'apporter de la valeur ajoutée, du contenu utile et pas de faire de la prospection bête et méchante, mais enfin c'est un moyen. Donc à partir du 25 mai prochain, nous serons obligés d'avoir un consentement spécifique sur nos formulaires d'inscription pour dire qu'est-ce qu'on va faire de ces données. Donc, encore une fois, c'est un consentement en plus qui doit être express, libre, informé, spécifique et indubitable. On y reviendra plus en détail sur comment le faire. Je vais essayer de vous faire une to-do list. On va aller de plus en plus vers le détail pour faire une to-do list que vous pourrez utiliser pour que la GDPR, qui paraît hyper complexe, devienne toute simple. Ou presque. Deuxième chose qu'il va falloir faire, c'est laisser le contrôle au titulaire de ces données personnelles. On l'a vu aussi, ça veut dire qu'il faut qu'il puisse retirer le consentement, supprimer, modifier vos informations, savoir ce que vous en faites et où vous les envoyez, les récupérer et les porter chez un autre responsable de traitement. Et enfin, il y a respecter, le troisième principe, le respect, respecter les données confiées. Donc là, on l'a vu, c'est le privacy by design. Donc finalement, c'est ça qui aura le plus d'impact sur l'interne chez vous. Ça veut dire qu'il faut que vous ne collectiez que les données dont vous avez besoin maintenant. C'est-à-dire que vous n'allez pas collecter plein de données au cas où un jour vous pourriez les utiliser, c'est interdit. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous devez collecter les données dont vous avez besoin maintenant pour une chose précise pour laquelle vous avez reçu consentement. Ensuite, vous devez les encrypter, ces données, ou les soigner pour ne pas les laisser sans surveillance. En résumé, il ne faut pas que vous laissiez votre fichier client dans une armoire ou sur un bureau dans votre local, puisque il faut que seulement les personnes qui ont besoin d'y accéder pour faire le traitement qui est prévu dans la finalité y aient accès. C'est le moindre respect qu'on peut avoir envers les citoyens, après tout. Ensuite, il faut anonymiser les données chaque fois que c'est possible. Donc, si vous collectez des données dans le simple but de faire des statistiques, par exemple, vous n'avez pas besoin d'avoir des données personnelles pour ça, vous devez les anonymiser. Il ne faut pas que vous gardiez les adresses IP telles quelles, il ne faut pas que vous gardiez les adresses email telles quelles, les anonymiser. Et d'une manière qui ne permette pas de retrouver l'identité. Ensuite, il faut aussi contrôler les accès aux données pour limiter ces accès aux personnes au minimum nécessaire pour effectuer le traitement qu'on vous a confié. Donc ça veut dire les encrypter, pas les laisser sans surveillance, et puis les mettre à un endroit où vous pouvez dire qui peut accéder à quelles données. Et ensuite, il faut maîtriser et encadrer la sous-traitance, puisqu'à partir du moment où ces données, vous les transmettez à un tiers pour vous aider à les traiter, et bien à partir de ce moment-là, évidemment, une partie de votre responsabilité va reposer sur les épaules de ce tiers, et donc il faut encadrer ça. Ouais, ça fait peur, 20 millions en plus. Ouais, je sais. Bon, allez, on continue. Quelles obligations maintenant pour le responsable de traitement? On continue. Maîtriser ses processus. Donc là, on a vu les trois principes, il faut les respecter. Maintenant, il faut que vous soyez en mesure de prouver que vous les respectez, en fait. C'est ça, maîtriser ses processus. C'est-à-dire que vous devez, en cas de contrôle, pouvoir prouver que vous tenez un registre des données personnelles que vous traitez. On va voir ça aussi un peu plus dans le détail, ne vous inquiétez pas. On va pouvoir documenter les processus et la conformité au règlement. Organiser les processus internes de manière à respecter la RGPD, et donc documenter ça aussi. Réviser vos contrats, puisque à partir du moment où vous allez traiter les données de quelqu'un, il faut que ce soit quand même assez bien encadré dans le contrat. Et puis les contrats de travail, parce que finalement, ce que vous allez faire comme traitement en interne, ça va reposer sur ce que font vos salariés, et donc il faut qu'ils aient le reflet. C'est un peu comme un sous-traitant, en quelque sorte, de ces obligations que vous avez vis-à-vis des tiers.
Et un point qui est toujours celui qu'on met en premier, moi je le mets en dernier, parce que si vous êtes là, c'est que vous n'avez pas besoin de nommer un DPO, ou alors sinon vous êtes vraiment, vraiment en retard. En tout cas, dans certaines conditions, il est obligatoire de nommer un DPO. C'est si vous êtes une autorité, un organisme public, ou si vous avez un suivi régulier et systématique des personnes à très grande échelle, ou si vous êtes amené à traiter à grande échelle des données sensibles, comme par exemple les casiers judiciaires, ou les origines ethniques, par exemple. Voilà. Donc si vous n'êtes pas dans un de ces trois cas, vous n'avez pas l'obligation de nommer un DPO. Toutefois, la désignation d'un DPO, c'est-à-dire un délégué à la protection des données, en français, est recommandée, puisqu'elle permet d'avoir un expert en interne qui va veiller à la mise en œuvre concrète et au pilotage de la conformité. C'était plus simple encore avant, c'est de plus en plus compliqué. Hein. Ensuite, les sous-traitants. Donc, il va falloir gérer les sous-traitants auxquels vous confiez les données personnelles de vos clients pour qu'ils soient au moins aussi rigoureux que vous sur la conformité. Sinon, ça vous fiche en l'air tous vos efforts. Donc, notamment, ils sont tenus de garantir la sécurité des données. Donc, il faut qu'ils puissent vous garantir ça par contrat. La traçabilité des utilisations et des transferts qu'ils pourraient faire de ces données. Ils ont aussi une obligation de conseil envers vous, ou si vous êtes un sous-traitant, vous avez une obligation de conseil envers vos clients pour le compte desquels ils gèrent des données, pour les aider à se conformer à la RGPD. Et puis, comme les responsables de traitement, évidemment, ils ont l'obligation de tenir un registre et de documenter leur respect de la RGPD et éventuellement de désigner un DPO, surtout s'ils sont sous-traitants spécialisés dans la gestion de données. Voilà. Bon, bah, ça en fait du boulot. Hein. 20 millions, ouais, il va quand même falloir s'y mettre. Allez. 4%, ça fait pas mal 4%. Et si j'ai tout mis aux Bahamas, c'est 4% du chiffre d'affaires mondial. Ben dis donc. Alors, par où commencer? C'était bien ça le titre du webinaire. Alors, par où commencer? Voilà, on a vu comment la RGPD va bénéficier aux résidents européens et mettre un peu d'ordre dans le big data, quand même, il faut le dire. C'est un peu le Far West. On a vu quelles sont les nouvelles responsabilités qui nous incombent, par conséquent, à nous, toutes les entreprises. On est tous paniqués à la vue de ces nouveaux fardeaux soudain chus sur nos frêles épaules. Mais reprenons nos esprits, faisons face, et allons-y. Par où commencer? On va faire une petite checklist là. Que dois-je faire? D'abord, en interne. Parce qu'avant d'aller embêter vos partenaires, vos clients, vos prospects avec ça, il faut déjà que vous soyez d'équerre en interne. Première chose à faire en interne, ça a l'air difficile, mais en fait c'est assez facile, voire même ludique, c'est faire une cartographie de toutes les données personnelles que vous êtes amené à gérer dans un registre. Un registre, tout de suite un peu péjoratif comme terme, mais en fait c'est un tableau. Hein. Enfin, comme nous, le papier est interdit dans la société, c'est pas un registre papier, hein, on a un tableau. Ici, voilà, je vous ai fait un exemple, hein, c'est pas le nôtre évidemment, il est confidentiel, mais c'est un petit registre sur chaque colonne ici, c'est un référentiel de données personnelles que je peux avoir. Donc pour chaque référentiel, donc ma CRM, mon site web, parce que les gens peuvent s'inscrire sur mon site web, ma base de contrat Sell and Sign, parce que j'utilise évidemment la signature électronique, comme je n'ai pas droit au papier, pour faire signer mes contrats à mes clients, fournisseurs, salariés, etc. Mes clients, ma base client, mon personnel, mes actionnaires même, après tout, j'ai leurs données personnelles aussi. Voilà. Donc là, ça, ce sont tous les référentiels de données que j'ai. Donc pour chacun de ces référentiels, on va essayer de voir quels sont les traitements de données que l'on fait. Donc, quelles données pour quel résident. Donc ici, vous voyez, on regarde quelles sont les données personnelles pour chacune des bases de données que nous avons. Et puis ensuite, vous voyez, les dernières colonnes, on ne voit pas tout, ça descend encore, mais il y a toutes les catégories de données personnelles plus ou moins critiques, et on va essayer de voir dans quelle catégorie ça tombe. L'état civil, l'identité, c'est la base, hein. Vous voyez, on l'a tout le temps. Bon, ça, évidemment, on a le nom et le prénom de nos actionnaires, de nos salariés, etc. Les données de connexion, ça c'est fréquent à partir du moment où on travaille en électronique. Après, il y a les données, les opinions politiques, l'origine raciale et ethnique, le casier judiciaire, que sais-je, les données de santé, évidemment, qui sont très critiques. Donc voilà, on essaie de catégoriser un peu ces données dans ces catégories-là pour savoir s'il y a des traitements d'exception à faire. Ensuite, pour chaque référentiel, on se dit quel est l'objectif poursuivi, quelle est la finalité de ce traitement de données. Donc, pour l'entreprise, mais parfois aussi pour le client.
Même plutôt, enfin, l'idée c'est de se tourner vers quelle est la finalité pour la personne à qui appartiennent ces données, qui est son oncle titulaire de ces données. C'est comme ça qu'il faut le tourner. Ensuite, on va essayer d'identifier à chaque fois quelle est la base juridique qui nous permet de collecter et traiter ces données. Est-ce que c'est un consentement explicite ou est-ce que c'est parce qu'on a un contrat, par exemple pour nos clients on a un contrat, donc pour exécuter ce contrat il faut bien qu'on ait les données, donc ça se justifie, ou bien est-ce que c'est un intérêt mutuel qu'il faut pouvoir démontrer, là c'est plus flou, hein, donc la base juridique de la collecte. Ensuite, les sous-traitants. Est-ce que j'ai des sous-traitants qui ont accès à ces données? Par exemple, si votre CRM est hébergé sur un service cloud, ben, du coup, vous avez donc un sous-traitant qui est l'hébergeur, enfin, le fournisseur de ce service. Peut-être que lui-même, il a un sous-traitant qui est l'hébergeur de ce service. Voilà, on essaie d'identifier tous les sous-traitants pour chaque référentiel. Et puis, les modalités d'exercice des droits des personnes. C'est-à-dire, pour chaque référentiel, est-ce que les personnes ont un moyen de vous demander ou de eux-mêmes, elles-mêmes, supprimer ou modifier les données et savoir ce que vous en faites, ou est-ce que c'est un processus à mettre en place? Donc ici, on a plein d'exemples, vous le voyez sur l'écran ici. C'est fictif, mais ça reflète, je pense, un bon nombre d'entreprises. Peut-être que j'en oublie d'ailleurs, hein, s'il y a des experts, plus experts parmi vous, n'hésitez pas à le signaler pour qu'on puisse partager ça ensemble avec les autres personnes. Voilà, ça c'est le premier point. Je vous le dis, c'est plutôt intéressant hein, comme exercice, faites-le. C'est le point de départ de tout. Hein. Ensuite, deuxième point, bon, c'est peut-être le premier, mais je n'ai pas voulu le mettre en premier parce que j'avais plus la place. Vérifier l'obligation de nommer un DPO. J'ai déjà dit quelles sont les conditions. Si vous êtes là, c'est sans doute que vous ne l'avez pas. Sinon, vous êtes vous-même DPO, et là, il faut vous former en 4e vitesse, effectivement. Ensuite, il faut modifier son mode de fonctionnement pour adopter le Privacy by Design. Donc, ça veut dire que bon, pour tous ces référentiels, vous allez passer en revue les formulaires par lesquels vous collectez ces données, ou les processus par lesquels vous collectez ces données, puis ensuite les processus par lesquels vous les exploitez, vous les traitez, avec évidemment le plus important, c'est tout ce qui est prospection, donc toutes les données qui correspondent à des gens que vous n'avez pas en contrat. Hein, parce que là, c'est les données qui sont les moins encadrées. Et puis, vous allez confronter chacun de ces formulaires, chacun de ces processus de traitement à ce qu'on a vu, les règles du Privacy by Design. Hein, collecter que les données dont on a besoin maintenant et pas au cas où, les encrypter, les pas laisser sans surveillance, les anonymiser chaque fois que c'est possible, contrôler les accès et les limiter au minimum nécessaire, et maîtriser et encadrer la sous-traitance, en particulier hors Union européenne. Alors faites ça dès le début, à chaque fois que vous mettez en place un nouveau processus. Et puis essayez de le faire pour vos processus existants. Donc, essayons d'avoir un exemple concret, parce que nous par exemple, on avait un système de tracking pour le support technique dans Cell & Sign. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui peuvent nous contacter en mettant leurs questions, s'ils ont un problème, une question dans le produit. Eh bien, là, du coup, on avait le nom et le prénom qu'on récupérait dans le produit pour afficher. Et en fait, on n'a pas besoin d'avoir ça non plus pour aider quelqu'un à faire marcher le produit. Donc, on a anonymisé ça. C'est-à-dire que maintenant, on n'est plus capable de savoir quel est l'utilisateur qui nous pose la question. Donc, on ne peut plus lui dire « Ah, bonjour Jacques, comment ça va ?» On va juste répondre à sa question. Mais, après tout, on n'était pas obligé d'avoir cette information-là pour la finalité. Donc, on a supprimé ça. Voilà, c'est un exemple. Ensuite, que dois-je faire en interne? Encore, on continue. Numéro 4, organiser les processus internes du coup. Donc, vous devez former vos équipes, dire voilà, maintenant il ne faut plus faire ci, il faut faire ça, il faut tracer chaque fois que vous transmettez les données à quelqu'un d'autre, enfin à une autre entité, etc. Ensuite, il faut anticiper tout ce qui est violation et fuite de données. En gros, il faut sécuriser vos systèmes. Hein. De toute façon, ça ne peut pas faire de mal même pour vous, hein, et vos données à vous aussi. Un point important, c'est qu'il y a une nouvelle obligation à la GDPR, RGPD, qui est que s'il y a une fuite ou une violation de données, donc si les données ont été volées par exemple par quelqu'un, eh bien vous devez signaler ça à l'autorité responsable, en l'occurrence ici en France la CNIL, dans les 72 heures. Donc il vous faut un process pour faire ça, surtout que le jour où ça varie, ça va être la panique, donc il faut que ce soit prêt. Il faut vérifier les mesures de sécurité, l'encryption, etc. Avoir un moyen de traiter les réclamations, les demandes des personnes concernées, hein, pour accès à rectification, portabilité, retrait du consentement, effacement des données.
Ça, c'est un processus à mettre en place aussi. Et puis, il faut documenter tous ces processus, cette conformité en permanence. Donc, moi, ce que je propose, c'est que le point de départ soit ce fameux référentiel des données, puis ensuite, pour chaque référentiel, vous documentez les processus qui permettent aux gens de demander la suppression ou la modification de leurs données, de retirer leur consentement. Vous mettiez aussi en place, j'ai pas beaucoup mentionné ça, mais normalement, on doit aussi dire combien de temps on va conserver ces données. Il ne faut pas les conserver plus longtemps que nécessaire. Hein. Ça, c'est assez délicat parce qu'on a toujours envie de les conserver au cas où. Mais encore une fois, le au cas où n'est pas très GDPR. Voilà, ça c'est un peu ce que vous devez faire en interne avant toute chose. Ça a l'air énorme, mais c'est pas non plus insurmontable. Ensuite, qu'est-ce que vous devez faire avec vos prospects? Donc là, c'est le plus important, hein, c'est les premiers pour lesquels vous allez devoir vous mettre en conformité parce que ce sont vos prospects. Il n'existe pas de relation contractuelle avec une personne susceptible de légitimer le traitement que vous souhaitez réaliser. Vous avez le devoir, du coup, de recueillir son consentement express, indubitable, spécifique, libre et informé. Donc c'est vraiment le premier point à gérer pour vous, puisque c'est sûrement là où vous êtes le plus loin de la conformité. Si vous prospectez, vos prospects doivent avoir consenti à cela et dans des conditions bien précises. Donc express, explicite, ça veut dire que c'est une démarche active, par exemple, signer un formulaire ou un avenant de consentement, ou un comportement dont on peut raisonnablement déduire un accord. Donc indubitable, c'est que vous puissiez prouver, donc un écrit, évidemment. Spécifique, c'est à distinguer d'autres sujets, c'est pas à l'intérieur des CGV, il faut qu'il y ait vraiment une ligne exprès pour dire, voilà, je suis d'accord pour qu'on utilise mes données dans telles conditions, pour telle finalité, pendant tel temps de temps, etc. Libre, donc pas forcé, pas obligatoire, sauf si le seul service, le service, par exemple, s'inscrit, on a sur notre site un livre blanc sur la signature électronique, vous pouvez télécharger, qui a beaucoup d'informations juridiques sur la signature électronique. Eh bien, pour ça, on vous demande vos coordonnées pour vous envoyer le livre blanc. Donc là, c'est pas forcé, puisqu'on est bien obligé d'avoir vos coordonnées pour vous envoyer le livre blanc. Par contre, on va devoir maintenant avoir votre consentement sur le fait qu'on va utiliser ces données pour autre chose, hein, pour vous contacter, pour savoir si on peut vous aider à mettre en place Cell&Sign pour la signature électronique. Ce qui est quand même pour nous la finalité de l'investissement que nous avons fait dans ce contenu. Et informer, on connaît les conséquences, on sait quelles données seront utilisées et comment. Voilà. Alors, je reviens sur le point, le consentement express explicite, le comportement, voilà, un comportement dont on peut raisonnablement déduire un accord, ça peut suffire. Donc, par exemple, on va illustrer ça par, vous savez, dans les salons, il y a des badges, et puis on peut scanner les badges avec un scanner si on est exposant. Donc là, si on vous demande, êtes-vous d'accord de scanner le badge, c'est pas par écrit, mais on vous demande, on le scanne, et bien là, on peut raisonnablement penser que vous avez donné votre accord pour partager vos informations de contact, au moins pour faire un suivi de ce salon. Voilà. Mais du coup, ça va être que pour le suivi de ce salon. Voilà. En plus du simple consentement, vous devez fournir à la personne concernée, au moment où les données à caractère personnel sont obtenues, les informations complémentaires qui sont nécessaires pour garantir un traitement qu'on appelle équitable et transparent. Hein. Donc vous devez normalement fournir en même temps que vous demandez le consentement, ça va faire une grosse case à cocher, la durée de conservation, ou, si c'est pas possible, les critères utilisés pour déterminer la durée de conservation. L'existence du droit de demander l'accès, on a déjà dit plusieurs fois, l'existence du droit de retirer son consentement à tout moment, le droit d'introduire une réclamation auprès des autorités de contrôle, des informations sur la question de savoir si l'exigence de fourniture de données à caractère personnel a un caractère réglementaire ou contractuel, ou si elle conditionne la conclusion d'un contrat, ou si la personne concernée est tenue de fournir des données à caractère personnel et pourquoi, et puis les conséquences de la non-fourniture de ces données. Voilà. Je sais pas si c'est clair. L'existence d'une prise de décision automatisée. Si vous avez un système automatisé qui fait du profilage à partir des données, il faut le mentionner au moment du consentement. Et puis, si vous avez l'intention de faire un traitement ultérieur à la finalité immédiate pour laquelle on vous donne les données, il faut, avant de le faire, recueillir un nouveau consentement. Ou au moins informer la personne pour qu'elle puisse retirer son consentement. Voilà. Il y a une particularité sur les données personnelles des mineurs de 16 ans ou moins, jusqu'à 13 ans selon les pays. Je ne vais pas en parler, mais sachez-le, si vous avez ces données-là, vérifiez.
Ensuite, deuxième point, on a vu le contrôle. Donc voilà, vous devez donner encore une fois le moyen de retirer le consentement, de supprimer, on l'a vu, c'est bon. Donc par exemple, ça peut être fait par des outils en ligne où le titulaire peut directement gérer ses données et ses consentements. Hein, ça peut être bien. Bon, je suis abonné à la newsletter pour obtenir des informations sur les nouveautés. Je suis abonné aux offres promotionnelles et je peux cocher les cases que je souhaite. Sinon, à défaut, ça peut être un processus sur demande, mais il faut qu'il y ait dans les formulaires de consentement ou dans les contrats, explicitement, comment on fait pour exercer ce droit. Quelle est l'adresse mail, quel est le process qu'on suit pour aller accéder et modifier les données personnelles. Voilà, ça c'était pour les prospects, c'est le plus important. Enfin, après l'interne, évidemment, faites-le. Ensuite, voilà, et tout ce qui est client, salarié, fournisseur, actionnaire. Donc, c'est pas les seuls, hein, les prospects. Ces personnes-là, vous avez leurs données personnelles. Il faut quand même se poser la question. Nécessairement, vous avez des données de clients, de salariés, de partenaires, d'actionnaires, de tous ceux qui ont une relation avec la société. Donc à partir du moment où vous avez une relation contractuelle, vous avez automatiquement le droit de réaliser le traitement si vous êtes en mesure de prouver que ce traitement est nécessaire pour la bonne exécution du contrat. Hein. Ça, c'est le principe. Donc normalement, vous n'avez pas le droit de demander un consentement. À partir du moment où le contrat dit que vous devez envoyer un mail au client, ben, du coup, vous avez forcément besoin de son adresse mail, donc vous avez le droit. Voilà. C'est logique. Par contre, du coup, ça peut être un peu flou parfois. Donc vous allez devoir vérifier et mettre à jour éventuellement les contrats qui vous lient à toutes ces parties prenantes pour vérifier que la nécessité de traiter les données soit suffisamment explicite par rapport à ce que vous faites dans la réalité, dans ces contrats. Hein, le plus sûr, c'est d'y intégrer les clauses nécessaires directement, explicitement au respect de la RGPD. Donc mettez à jour vos contrats pour inclure des clauses de consentement et de traitement RGPD. Petit exemple de clause de consentement, hein, afin de bénéficier d'un suivi personnalisé de notre relation, j'autorise XY à utiliser mes informations de contact pour m'informer sur les nouveaux contenus et les offres disponibles, sachant que mes données personnelles seront sécurisées et ne seront pas utilisées par des tiers. Je ne sais pas si c'est le mieux, hein, demandez à votre avocat. Voilà, ça c'est pour vos salariés, vos clients, vos fournisseurs, éventuellement même vos actionnaires. Ensuite, vos sous-traitants. Hein, donc, à partir du moment où vous confiez les données que les gens vous confient à des sous-traitants, eh bien, ils deviennent automatiquement un maillon de votre chaîne de traitement. Et donc, leur conformité conditionne la vôtre. Attention, ça peut être n'importe quel sous-traitant. Hein. À partir du moment où il a accès à vos données directement ou indirectement. Le fournisseur de votre CRM, de votre logiciel de facturation, votre logiciel de signature électronique, évitez qu'il soit américain. Même l'hébergeur de votre site web ou le développeur freelance qui gère vos formulaires sur votre site web, ben, il devient sous-traitant de données personnelles RGPD. Donc, vérifier leur conformité dans les faits, et puis intégrer vite, avant le 25 mai, des clauses, enfin ce serait à eux normalement de vous contacter pour le faire, hein, mais s'ils ne l'ont pas encore fait, exiger qu'ils intègrent des clauses de conformité RGPD dans les contrats qu'ils ont avec vous. Alors la CNIL propose des exemples de clauses en plus, toutes faites. Faites signer un avenant. Voilà. Bon, ben, on a vu pas mal d'éléments. Avant de passer à un petit récapitulatif de to-do list, il me reste 10 minutes là, je vais vous montrer deux petits outils qui vont vous aider dans la démarche de conformité. Enfin, au-delà du tableau que je vous ai montré avant, qui est un outil très utile, mais c'est facilement refaire chez vous. Deux outils. Un outil pour le recueil du consentement, afin de recueillir le consentement et de le prouver, la signature électronique Seal & Sign, j'ai choisi au hasard, hein, constitue un outil simple et performant, puisque vous pouvez facilement, sans que ça vienne de la paperasse ou un nouveau process compliqué, faire signer un formulaire de consentement à vos prospects ou à vos clients. Vous pouvez aussi facilement faire signer des avenants ou des contrats à vos clients avec des clauses de consentement. Donc ça vous donne un moyen infaillible et garanti même de prouver le consentement, qui est une des conditions posées par la RGPD. Donc, je vais vous montrer rapidement dans une petite démo comment on ferait ça. Donc, je vais sur Seal & Sign, je me connecte avec mon mot de passe. Ah, il faut que je recharge la page. Ça, c'est un moyen de sécurité. Ah, je suis déjà connecté, du coup. Voilà.
Ensuite, là, j'ai ici toute mon activité contractuelle, tous les contrats que j'ai fait signer électroniquement ou qui sont en train d'être validés, etc. Je fais une nouvelle transaction. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé, dans mon traitement de texte, un petit avenant au contrat. Donc, avec Selenium, je peux mettre ce qu'on appelle les smart fields. Hein, donc, c'est des champs que je mets, des phrases que je mets entre crochets qui vont être remplies automatiquement avec, par exemple, le nom complet de mon client ou bien des datas. Ça, c'est une data de l'avenant. Un avenant, il y a un contrat original. Pour ce contrat original, il faut une date. Donc voilà, je mets des datas avec des smart fields pour que je puisse utiliser le même fichier pour tous mes clients. Puis sinon, c'est juste un. J'en utilise aussi pour avoir les pavés de signature qui soient affichés aux endroits que je souhaite dans le document. Et puis voilà, une fois que j'ai fait ça, je le transforme en PDF. Et puis, je retrouve mon client dans ma base Selenium, où je le crée, où je peux aussi intégrer ça avec ma CRM ou des outils. Je fais suivant. Ensuite, là, je choisis quel modèle de contrat. Donc là, je veux juste signer un PDF. Voilà. Je fais une nouvelle transaction. Ça, c'est un test que j'ai fait tout à l'heure pour m'assurer que tout était en place. Ensuite, je fais glisser, déposer mon avenant dedans. Là, il le lit. Il dit « Ah, ben, il manque la donnée date du contrat original. » Donc, je la remplis. Et hop, il me met, comme par magie, les données de mon client et du contrat original aux bons endroits. Et il prépare les pavés de signature. Je fais suivant. Là, j'indique quels sont les signataires qui doivent signer ce document. Alors, je peux mettre des annexes aussi. Je ne mets pas. Je pourrais mettre le contrat, par exemple, comme annexe. Voilà. Je dis qui signe, je peux rajouter différents signataires, je peux me mettre moi-même, etc. Là, je vais juste dire que je signe en face à face, parce que je suis là, je signe moi-même, avec un code SMS, ou non, avec une signature, non, avec un code SMS, hop. Suivant, vous voyez, c'est précédent, suivant, hein, donc ça devrait aller. Là, il me montre une dernière fois, là, je peux le montrer à mon client, dans l'hypothèse, il est avec moi. Et puis ici, il est d'accord. Donc voilà, au fin du contrat, données personnelles, contrôleur de données auront le sens donné par la loi sur la protection des données. Calinda s'engage à ne traiter et stocker les données personnelles gérées pour le compte du client que sur le territoire de l'Union européenne. En tant que responsable des traitements, le client confie. Ça, c'est un contrat en tant que sous-traitant de traitement de données. Voilà, je vais recevoir un code sur mon mobile avec un code qui va durer que quelques minutes pour être sûr que c'est bien moi qui signe. Comme ça, s'il y a un litige, on pourra vérifier avec l'opérateur qui a signé ce contrat. Voilà, et là, il arrive automatiquement dans le back-office, dans les contrats à valider au siège, et il n'y a plus qu'à le valider pour le faire entrer en vigueur. Vous voyez que la paperasse devient une simple formalité, même un peu fun. Voilà, et ça vous donne le moyen de prouver le consentement. Première condition, enfin, une des conditions posé par le GDPR. Deuxième outil, c'est pour mettre en conformité tout votre parc de clients ou de salariés ou de fournisseurs ou d'actionnaires. Hein, c'est ce qu'on appelle la campagne de publi-signature. C'est exactement le même principe, sauf que je peux créer un fichier. Donc je fais une campagne ici, dans Selenium, clic campagne, nouvelle campagne. Je dis toujours que c'est à partir de fichiers PDF. Voilà. Je mets mon avenant. Hop, je fais suivant. Alors ici, vous voyez, il me donne même un exemple de fichier CSV que je peux utiliser pour, dans Excel, hein, mettre tous les coordonnées de mes clients. Vous voyez, il met toutes les données qui sont nécessaires, y compris la date du contrat original. C'est-à-dire qu'il a lu l'avenant, il a vu qu'il fallait la date du contrat original, donc il me dit, bah, n'oubliez pas de mettre une colonne date du contrat original. Donc j'ai déjà préparé auparavant ce fichier, donc j'ai mis 3 signataires, peu importe, hein, dont l'un qui est moi, ici. Hop, donc je charge ce fichier. Voilà, il va regarder, ah, il me dit tout est bon, sauf que compagnie 3, là, je sais pas ce que c'est, ça s'appelle société, mais moi je connais pas. Parce que dans Selenium, ça s'appelle raison sociale. Voilà. Je lui dis que c'est raison sociale, je fais suivant. Après, je dis que là, ce que je veux faire, c'est envoyer tout ça par signature. Je mets votre avenant pour signature. Je peux le programmer pour plus tard aussi, éventuellement. Là, j'ai un exemple pour être sûr que je ne me suis pas trompé. Et je valide.
Voilà, donc là il lance la campagne, et puis à l'heure que j'ai dite, il va envoyer un mail à chacun de ses clients pour leur faire signer l'avenant. Et comme ça, dans mon tableau de bord, j'aurai en temps réel le suivi de la mise en conformité de mon parc. Voilà, la campagne est déjà terminée, donc j'ai reçu un mail qui me permet de signer, on va regarder ça, il me reste 4 minutes, j'ai le temps d'aller voir, je ne suis pas sur la bonne boîte. Heureusement que c'est un peu lent. Hein. Voilà, donc vous voyez, le système a envoyé mon avenant pour signature. Vous êtes signataire, lire et signer le document. Et là, on aura le même process que tout à l'heure. On va afficher le contrat, pouvoir proposer un code SMS. Et derrière, donc, tous les certificats qui sont conformes à une autre réglementation que l'EIDAS vont être apposés sur le document qui va être archivé pour preuve. Et il y a une garantie proposée par Generali avec Seal & Sign sur tous les contrats. Voilà. Je termine et je passe aux réponses aux questions. Vous voyez que c'est rapide, fiable, sans effort pour mettre en conformité tous les accords contractuels ou bien signer un ensemble de contrats d'un seul coup. Pour bénéficier de ces outils, rendez-vous simplement sur le site sealandsign.com. Vous pourrez faire un essai gratuit ou même souscrire un abonnement en ligne. Voilà, j'arrive à la conclusion, la petite to-do list qui résume tout simplement ce que j'ai présenté. Donc, en tant que titulaire de vos propres données personnelles, la première chose à faire, c'est de comprendre à quoi ça sert tout ça. C'est quand même plus positif si on se dit, bon, c'est vrai que maintenant c'est le Far West avec toutes ces données que tout le monde se partage sur nous pour nous prospecter au téléphone au milieu de la nuit. Il est temps de mettre un peu d'ordre. Donc, voilà, la finalité de la RGPD, c'est de mettre un peu d'ordre là-dedans. Ensuite, avec ou sans DPO, faites l'effort de cartographier, d'ajuster, documenter vos processus de gestion des données personnelles. Voilà. Dites-vous, quels sont les citoyens à qui je dois ce respect, cette approche de respecter leurs données personnelles, et puis comment est-ce que je vais gérer désormais ces données. Faites signer des avenants à vos salariés pour qu'ils appliquent les nouveaux process comme il faut. Par exemple, il ne faut pas qu'ils partagent les fichiers avec un autre salarié qui n'aurait pas besoin d'avoir le fichier pour faire le traitement. Ajustez vos processus de collecte d'informations, vos formulaires, etc. pour qu'ils soient conformes et démontrables. Avec Seal & Sign, par exemple. Vous pouvez faire une signature en ligne dans vos formulaires, pourquoi pas. Faites signer des avenants à vos fournisseurs sous-traitants de données personnelles d'urgence, si ce n'est pas déjà fait. Et puis enfin, mettez en conformité vos contrats et votre portefeuille client pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le fait que vous avez besoin de telle ou telle donnée pour faire telle ou telle chose. Et voilà. Maintenant, je vais passer aux questions. Je vous mets en attendant le contact de Marie qui sera à votre disposition pour répondre à vos questions et éventuellement organiser une démo plus en détail de Seal & Sign. Et je vais passer à vos questions. Je vais remettre ça ici. Voilà. Alors, les questions. N'hésitez pas, il nous reste 0 minute en fait. Dans le cas d'un prospect qui nous téléphone. Donc, dans le cas d'un prospect qui vous téléphone, s'il vous téléphone, c'est sans doute pour une raison. Donc, la finalité, ça va être la raison pour laquelle il vous téléphone. C'est-à-dire, si vous téléphone pour dire « Bonjour, pourriez-vous m'envoyer une offre ?» Évidemment, vous avez le droit de lui envoyer une offre, naturellement. Maintenant, si derrière, vous voulez garder ses coordonnées pour faire autre chose, lui envoyer d'autres choses, vous devez recueillir son consentement pour ça. Voilà. Vous comprenez le principe. Un éditeur de logiciel est-il sous-traitant ? Bonne question. Donc, s'il fournit simplement le logiciel qui est ensuite opéré par quelqu'un d'autre, par exemple installé chez le client, non. C'est-à-dire que là, le logiciel va traiter les données, mais du moment qu'il ne les partage pas avec quelqu'un d'autre, il ne les renvoie pas au siège, etc., le logiciel n'est pas en tant que tel
sous-traitant, puisqu'il est utilisé par l'entreprise qui est responsable de traitement. Par contre, de plus en plus, les éditeurs de logiciels aujourd'hui fournissent leur logiciel sous la forme d'un service en ligne. Donc là, à partir du moment où ils sont également hébergeurs et fournisseurs du service, ils deviennent du coup sous-traitants. Voilà. Alors là, il y a une objection sur la réponse que je viens de faire sur le prospect qui nous téléphone. On ne peut pas le prouver. Alors effectivement, on ne peut pas le prouver. Donc si vous voulez être sûr de votre coup, le mieux c'est quand même de faire signer un consentement au moment où la personne vous contacte. S'il y a un risque, disons, de faire signer un consentement pour lui dire que vous allez lui envoyer quelque chose. Mais bon, il y a peu de risques que la personne vous poursuive sous prétexte que vous lui avez envoyé une donnée parce qu'elle vous a téléphoné. Si par contre vous la rajoutez dans votre base de mailing, que vous lui envoyez des mailings, qu'elle se désinscrit, que malgré ça vous continuez à lui envoyer des mailings, là, il faudrait que vous puissiez prouver quelque chose et vous n'avez rien pour le prouver. Maintenant, si vous avez juste fait ce qu'il vous a demandé, c'est-à-dire envoyer un devis suite à son coup de téléphone, écoutez, moi je sais pas, je suis ni juge de la Cour européenne, ni avocat, mais je pense pas que ça pose problème. Un logiciel comptable, bon là je pense que j'ai répondu à la question. Une société inscrite au RCS à l'étranger est-elle concernée et vice-versa. Donc comme je l'ai dit, c'est toutes les entreprises qui traitent des données de résidents européens. Donc si vous avez une entreprise qui est basée en Australie et qui traite des données d'un Canadien qui habite en Belgique, vous êtes concerné. Voilà, c'est ça. Pour les données de facturation que l'on doit conserver 10 ans, doit-on contacter les clients existants? Écoutez, là encore, je ne suis pas juge ni avocat, mais je pense que je dirais non. Voilà, je pense qu'il n'y a aucune raison. C'est-à-dire qu'étant donné que vous êtes obligé, vous avez un contrat avec ce client, il a une facture, il a payé sa facture, et vous gardez, selon votre obligation légale, cette facture pendant 10 ans, je vois aucune raison d'aller renforcer ce consentement. Voilà, je dirais non, voilà, si c'est une devinette. Si un internaute n'est pas authentifié, il n'a pas accès à certaines parties du site. Ceci n'est donc plus possible. C'est bien sûr possible, c'est juste qu'il faut qu'il y ait un consentement. Voilà. C'est-à-dire qu'au moment où il s'inscrit pour être authentifié, il va avoir une case pour dire je partage mon nom, mon prénom, mon adresse mail et mon identifiant avec la société bidule afin qu'elle puisse me fournir les accès à la partie privilégiée du site jusqu'à ce que je décide de résilier mon accès. Voilà, en gros. C'est pas très compliqué au final. Après, en plus, normalement, on est censé dire et vous pouvez retirer votre consentement à tout moment, et vous pouvez supprimer, modifier les données. Personnellement, je vois pas comment on va faire des formulaires qui tiennent la route avec toutes ces obligations-là. Donc je pense que les usages vont simplifier les choses et vont juste avoir un consentement le plus explicite possible, ce que je viens de dire, et puis le reste sera, je suppose, induit. Mais aujourd'hui, le texte dit que ça doit être explicite. Voilà. C'est pas moi qui l'ai rédigé, je suis désolé. Moi aussi, je suis bien embêté, je veux dire. DPO interne, externe, quelles sont les obligations? Il peut être interne comme externe. Par contre, alors là, je n'ai pas tout le détail, c'est facile de trouver cette information sur le site de la CNIL, mais sauf erreur, il faut qu'il soit assez autonome. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être sous fifre. Il a besoin d'une certaine latitude. Voilà. Bon, écoutez, on a déjà dépassé de 5 minutes et je crois que j'ai à peu près terminé de répondre à vos questions. Je ne sais pas si on a lancé le sondage, mais si oui, je vous remercie vraiment d'y répondre parce que ça m'aidera vraiment à savoir si ce que je fais là est utile et bien fait. Et puis, n'hésitez pas non plus à me faire vos retours, vos demandes, vos questions, etc. J'espère que j'ai pu vous aider, qu'on pourra encore vous aider par la suite et puis que vous serez présent à notre prochain webinaire. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris ces 3 quarts d'heure avec nous, de vous être connecté, d'avoir été attentif, d'avoir été participatif, d'avoir posé toutes ces questions. C'était vraiment un plaisir pour moi, j'espère que c'était bien pour vous. Et puis j'espère qu'on se voit au prochain épisode. Et pour tous vos amis qui auraient raté ce webinaire fabuleux, eh bien il sera enregistré et mis à disposition sur notre site dans les jours qui viennent. Merci à tous, bonne fin de journée et à bientôt.